Chapitre 53, lu par Brice Torresillas, de la pénible fin qui couronna le gouvernement de Sancho Panza. Penser que les choses d'ici-bas doivent toujours demeurer en même état, c'est croire à l'impossible. Il apparaît plutôt que tout tourne en rond, ou plutôt danse la ronde. Les premiers beaux jours courent après le printemps après l'été, l'été après l'automne, l'automne après l'hiver, lequel court après les premiers beaux jours, et le temps va toujours ainsi sur cette roue sans fin. Seule la vie humaine court vers sa fin, plus vive que le vent, sans espoir de se renouveler, si ce n'est dans l'autre qui n'a pas de limite qui lui fixe un terme. Voilà ce que dit Sidamet, mahométique philosophe. Car pour ce qui est de comprendre que la vie présente est brève et instable, alors qu'est durable la vie éternelle que l'on espère, nombreux ceux qui, sans la lumière de la foi, avec le seul secours des lumières naturelles, l'ont compris. Mais notre auteur le dit ici à propos de la vitesse à laquelle s'acheva, se consuma, se défit, et s'en alla en ombre et en fumée, le gouvernement de Sancho. Celui-ci, alors qu'il était, à la 7e nuit des jours de son gouvernement, au lit, nullement rassasié de pain et de vin, mais bien plutôt de juger, donner des avis et faire des statuts et des décrets, et que le sommeil, en dépit de la faim et malgré elle, commençait à lui fermer les paupières, celui-ci donc entendit un tel vacarme de sonneries, de cloches et de cris qu'on eût dit ni plus ni moins que toute l'île était précipitée dans les abîmes. Il s'assit sur le lit et resta écouter attentivement pour voir s'il trouvait quelle pouvait être bien la cause de tout ce fracas. Or, non seulement il n'y parvint pas, mais comme au bruit des cloches et des cris, vint s'ajouter celui d'une infinité de trompettes et de tambours. Il en resta encore plus perplexe et fut rempli de crainte et d'effroi. Il se mit debout, chaussa des mules à cause de l'humidité du sol et, sans enfiler de robe de chambre ni rien de tel, il sortit de sa chambre au moment où arrivaient par les corridors plus de 20 personnes, tenant des flambeaux allumés et leur épée dégainée. Et tous criaient à pleine voix « Aux armes, monsieur le gouverneur, aux armes ! Des ennemis innombrables ont pénétré dans l'île. Nous sommes perdus si votre habileté et votre vaillance ne viennent pas à notre secours. » Dans ce vacarme, cette furie et cette confusion, ils arrivèrent là où était Sancho, interdit et ahuri de tout ce qu'il voyait et entendait. Ils s'approchèrent de lui, et l'un d'eux lui dit « Monseigneur, il faut vous armer sur le champ, si vous ne voulez pas vous perdre, et toute l'île avec vous. » « Pourquoi irais-je m'armer » répondit Sancho, « et que sais-je moi des armes et des secours? Ces choses-là, il vaut mieux les laisser à mon maître Don Quichotte. Lui, en 2 coups de cuillère à peau, il va vous régler cela, et y mettre bon ordre. Mais moi, pauvre pêcheur, je n'entends rien à cette presse. »« Oh là, monsieur le gouverneur, dit un autre, quelle paresse est cela? Armez-vous vite, monsieur. Nous vous avons apporté des armes offensives et défensives. Sortez sur la place et soyez notre guide et notre capitaine, puisque de droit il vous appartient de l'être en tant que gouverneur. »« Eh bien, que l'on m'arme, répliqua Sancho. Ils le munirent aussitôt de 2 pavois qu'ils avaient apportés avec eux, et sur sa chemise, sans lui laisser prendre d'autres vêtements, ils lui mirent un pavois devant et l'autre derrière, puis, par des ouvertures aménagées à cet effet, ils lui firent sortir les bras et le lièrent soigneusement avec des cordes, si bien qu'il se retrouva emmuré et coffré, raide comme une quenouille, sans pouvoir plier les genoux ni se mouvoir d'un pas. Ils lui mirent dans les mains une lance, sur laquelle il s'appuya pour pouvoir se tenir debout. Quand il se fut ainsi affublé, ils lui dirent de se mettre en marche et de les guider pour leur donner du courage, puisqu'il était leur boussole, leur fanal et leur étoile, leurs affaires auraient une heureuse issue. « Comment voulez-vous que je marche, pauvre de moi, répondit Sancho, alors que je ne peux même pas remuer mes genoux avec ces plaques qui m'en empêchent, tant j'y suis cousu serré. Ce qu'il faut faire, c'est me porter dans les bras et me mettre contre quelque poterne en travers ou debout. Je la défendrai de ma lance ou de mon corps. »« Allez, en avant, monsieur le gouverneur, dit un autre. C'est la peur plus que les plaques qui vous empêchent de marcher. Finissez-en et bougez un peu, car il se fait tard. Et l'ennemi se renforce, les cris augmentent et le danger nous presse. » Poussé par ces exhortations et ces remontrances, le pauvre gouverneur tenta de bouger et alla s'étaler par terre si brutalement
qu'il crut s'être brisé en morceaux. Il se retrouva sur le dos comme une tortue prise dans sa carapace, ou bien un demi-cochon conservé dans la huche, ou, mieux, comme une barcasse échouée dans le sable. Et ils eurent beau le voir par terre, tous ces farceurs ne s'apitoyèrent pas le moins du monde. Au contraire, ils éteignirent leurs torches et criant de plus belle, ils répétaient « Aux armes !» sans désemparer, et passaient sur le pauvre Sancho en portant force coups d'épée sur ses pavois, si bien que, s'il ne s'était assez recroquevillé en rentrant la tête entre les pavois, le pauvre gouverneur eût passé un très mauvais quart d'heure. Et tout replié dans son étroite coquille, il suait sang et eau, et se recommandait à Dieu de tout son cœur en le priant de le tirer de ce péril. Les uns trébuchaient sur lui, d'autres lui tombaient dessus. Il y en eut même un pour monter sur lui un bon moment, et de là, comme d'une tour de guet, il dirigeait la manœuvre des troupes en criant à pleine voix « Par ici les nôtres, c'est là que les ennemis chargent le plus. Gare à cette brèche, là-bas et là, fermez la porte. Et ces échelles, il faut les repousser. Amenez des poêlons et des chaudrons à huile avec de la poix et de la résine bouillante. Faites des barricades dans les rues avec des matelas. » Bref, il énumérait consciencieusement et par le menu tous les instruments et ustensiles guerriers en usage dans la défense d'une cité assaillie. Sancho, moulu, écoutait et supportait tout, en disant entre ses dents « Oh, plaise à Dieu que cette île soit bientôt prise, et que moi je me vois mort ou bien délivré de cette grande angoisse. » Le ciel entendit sa requête, et quand il s'y attendait le moins, il entendit que l'on criait « Victoire, victoire! L'ennemi bat en retraite! Allez, monsieur le gouverneur, levez-vous, venez jouir de notre victoire, et répartir le butin pris à l'ennemi, grâce à la vaillance de votre bras invincible. » « Relevez-moi, dit d'une voix dolente le dolent Sancho. On l'aida à se relever, et une fois debout, il déclara « L'ennemi que j'ai vaincu, je veux qu'on le cloue sur mon front. Je ne veux pas distribuer les dépouilles prises à l'ennemi, mais demander et supplier à un ami, si toutefois j'en ai un, de me donner une gorgée de vin, parce que j'ai la gorge sèche, et de m'essuyer cette sueur, parce que je suis tout en haut. » On le sécha. On lui apporta le vin, on le détacha de ses pavois. Il s'assit sur son lit et s'évanouit, sous le coup de l'effroi, de l'émotion et de la fatigue. Les farceurs étaient marris d'avoir eu la main si lourde, mais Sancho revint à lui, ce qui adoucit la peine que leur avait causé son évanouissement. Il s'enquit de l'heure qu'il était. On lui répondit que le jour commençait à poindre. Il ne dit rien et, sans un mot de plus, se mit à s'habiller, muré dans son silence, tandis que tous le regardaient, anxieux de savoir où il voulait en venir en s'habillant à toute hâte. Il finit donc de se vêtir, et à petits pas, parce qu'il était moulu et qu'il ne pouvait faire dardard, il alla à l'écurie suivi de tous ceux qui se trouvaient là, et s'approchant du grison, il l'embrassa et lui donna sur le front un baiser de paix, puis, les larmes aux yeux, il lui dit « Viens ça, mon compagnon et mon ami, toi qui soulages mes peines et mes misères. Quand je m'entendais avec toi et n'avais d'autre pensée que le souci de raccommoder ton harnais et de nourrir ton gentil corps, heureux étaient mes heures, mes jours et mes années. Mais depuis que je t'ai laissé pour me hisser sur les tours de l'ambition et de la superbe, mon âme a été en proie à 1000 misères, 1000 chagrins et 4000 détresses. » Tout en tenant à son âne ce discours, il lui mettait doucement son bas, sans que personne ne lui dît mot. Une fois le grison batté, tout dolent et chagrin, il monta dessus à grand-peine, puis, s'adressant au majordome, au secrétaire, au maître d'hôtel et à Pedro Recio, le docteur, ainsi qu'à tous ceux qui, nombreux, se trouvaient présents, il leur tint ce langage. « Laissez-moi passer, messieurs, et reprendre mon ancienne liberté. Laissez-moi retrouver ma vie passée, pour ressusciter de cette mort présente. Je ne suis pas né pour être gouverneur, ni pour défendre îles, ni citer des ennemis qui les voudraient assaillir. Je m'entends mieux à labourer et fouir, à tailler et marcoter la vigne, qu'à donner des lois ou défendre provinces et royaumes. Saint-Pierre est fort bien à Rome. Je veux dire que chacun se trouve bien à faire le métier pour lequel il est né. Une faucille à la main me va à moi beaucoup mieux qu'un sceptre de gouverneur. Et je préfère me gaver de potage que d'être soumis à la mesquinerie d'un médecin impertinent qui me fasse mourir de faim. Et je préfère m'étendre à l'ombre d'un chêne un été
et m'emmitoufler dans une peau de mouton en hiver et garder ma liberté, plutôt que me coucher avec le fardeau du gouvernement dans des draps de Hollande et m'habiller avec des fourrures de martre sibylline. Dieu vous garde, messieurs, et dites à monseigneur le duc que tout nu je naquis et tout nu je me trouve. Je ne perds ni ne gagne. Je veux dire que je suis entré sans un sou dans ce gouvernement et que je le quitte de même, tout au rebours de la façon dont quittent le leur les gouverneurs d'autres îles. Maintenant écartez-vous, laissez-moi partir. Je vais me faire poser des emplâtres car je crois que j'ai toutes les côtes enfoncées grâce aux ennemis qui cette nuit se sont promenés sur mon corps. Non point, monsieur le gouverneur, dit le docteur Recio. D'abord, je vais vous donner un breuvage contre les chutes et les contusions qui va sur le champ vous rendre votre vigueur et votre plénitude accoutumée. Et pour ce qui est de votre nourriture, je promets de m'amender et de vous laisser manger en abondance tout ce que vous voudrez. Trop tard, Piolet, répondit Sancho. Renoncer à partir, autant me faire turc. Ce ne sont pas des bourdes à subir 2 fois. Pardieu, je ne resterai pas plus dans celui-ci que je n'accepterai d'autre gouvernement. Me le servirait-on sur un plateau, autant m'envoyer au ciel sans aile. Moi, je suis de la race des Panza, qui sont tous cabochards. Et quand ils ont dit que c'est blanc, même si c'est noir. Alors, même si tout le monde dit le contraire, si je dis non, ce sera non. Qu'elle reste dans cette écurie les ailes de la fourmi qui m'avait fait voler dans les airs pour m'y faire manger par les martinets et autres passereaux. Et retournons sur le sol pour y marcher d'un pas tranquille. Et si l'on n'est point chaussé de souliers de cuir piqués de cordou, on ne manquera pas de bonnes grosses espadrilles de cordes. Chacun chez soi, ne mélangeons pas torchons et serviettes, et qu'on ne se prenne point pour plus que l'on est. Et puis laissez-moi passer, car je trouve qu'il se fait tard. À quoi le majordome répondit : Monsieur le gouverneur, nous vous laisserions partir de bonne grâce, encore qu'il nous pèse fort de vous perdre, car votre esprit et votre conduite toute chrétienne nous obligent à vouloir vous garder. Mais on sait que tout gouverneur est tenu, avant de quitter les lieux où il a exercé sa charge, de rendre compte de son mandat. Faites-le pour les 10 jours que vous avez passé au gouvernement, et allez en paix avec Dieu. Nul ne peut me demander de compte, répondit Sancho, sauf en être chargé par monseigneur le duc. Je vais donc aller le trouver, et c'est à lui que je vais les rendre, en bonne et due forme. D'autant plus que, partant tout nu comme je le fais, il n'est point besoin d'autres preuves pour démontrer que j'ai gouverné comme un ange. Pardieu, le grand Sancho a raison, dit le docteur Recio, et je suis d'avis de le laisser partir, d'autant que le duc sera ravi de le revoir. Tout le monde fut de cet avis, et ils le laissèrent partir, non sans lui avoir d'abord offert de l'accompagner et de lui donner tout ce qu'il voudrait pour l'agrément de sa personne et la commodité de son voyage. Sancho répondit qu'il ne voulait rien qu'un peu d'orge pour le grison et la moitié d'un fromage avec du pain pour lui. Comme le chemin était fort court, il n'avait pas besoin de meilleures provisions. Tout le monde l'embrassa, et lui, en pleurant, les embrassa tous et les laissa émerveillés, tant de ses propos que de sa décision si prompte et si sage.